Des millions éclatent de rire face à ces facéties, mais sous le sourire, une tempête se tramait discrètement. Benny Hill, cet homme dont le talent comique pouvait égayer des continents entiers, affrontait un verdict que nul éclat de rire ne pouvait conjurer. Un instant, il était l'artiste idolâtré. L'instant d'après, la cible d'une polémique qui allait ébranler sa carrière au plus profond. Ce qui advint lors de ces épisodes funestes dévoila un univers où l'humour heurtait l'évolution des mœurs et le coût excédait bien au-delà des simples chiffres d'audience. Voici le récit d'une icône de la comédie dont l'ascension et la déchéance ont gravé à jamais l'histoire de la télévision. Jeunesse de Benny Hill. Alfred Hawthorne Hill, plus tard renommé Benny Hill, vit le jour le 21 janvier 1924 à Southampton, en Angleterre, au sein d'une famille modeste de la classe moyenne. Son père gérait une petite boutique d'instruments chirurgicaux, tandis que sa mère s'efforçait d'adoucir les rigueurs d'un foyer austère et souvent sévère. Ses épreuves précoces forgèrent chez Benny une acuité sur les travers humains et lui apprirent à manier l'humour comme un bouclier et une voix. Enfant, il s'adonnait à de petites saillies et à des imitations, jetant sans le savoir les fondations de sa vocation. Avant de plonger dans le monde du spectacle, Benny enchaîna des jobs ordinaires. Livreur de lait, opérateur de pont, batteur. Bien que prosaïques, ces occupations lui instillèrent la discipline, le sens du rythme et l'art d'épier les gens dans leur quotidien. Des leçons qu'il transmuta plus tard en une comédie universelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit comme mécanicien, chauffeur de camion et opérateur de projecteurs avant d'intégrer la division Combined Service Entertainment. Là, en divertissant des soldats éreintés, il saisit la force de la comédie pour rebooster le moral aux heures les plus noires. Ce fut un pivot qui aiguisait son timing et renforçait son lien viscéral avec le public. Après la guerre, inspiré par les vedettes du music-hall et par l'américain Jack Benny, il adopta le pseudonyme de Benny. Ses débuts radiophoniques lui offrirent une tribune, mais il pressentait que la télévision serait l'arène où son humour s'épanouirait pleinement. Au début des années 1950, enrichi par les leçons des tourments, de la rigueur et de son vécu belliqueux, Benny Hill était armé pour forger une ère inédite de la comédie. L'ascension du Benny Hill Show et sa gloire internationale. Au mi-temps des années 1950, Benny Hill avait affiné son style comique singulier, fusionnant humour physique, parodie et timing infaillible. Le 15 janvier 1955, la BBC diffusait le premier épisode du Benny Hill Show, inaugurant une comédie britannique novatrice via des sketchs, monologues et numéros chantés. Dès l'origine, le public fut envoûté par les mimiques expressives de Benny, ses gesticulations outrancières et ses mimétismes rusés, qui le distinguaient à une ère où tant d'artistes de scène butaient sur l'adaptation télévisuelle. Au fil de la décennie suivante, l'émission s'épanouit avec des figures récurrentes et des sketchs plus sophistiqués. Des talents comme Jackie Wright, Henry McGee et Fred Emney formaient un écrin aux bouffonneries de Benny, tandis que les mythiques poursuites sur fond de Yak-Yak, introduites pour la première fois sur TNT Télévision en 1969, illustraient sa virtuosité en comédie physique et devinrent le sceau du show. Ses montages, alliage de cascades phonétiques et de gags visuels, enchantaient mais allaient ultérieurement alimenter les controverses. Le virage vers Thames Télévision autorisa des épisodes plus longs, des sketchs plus ciselés et des chorégraphies musicales, amplifiant l'appel international de l'émission. Projetée dans plus de 140 nations, elle conquérait les États-Unis, l'Europe et l'Australie. Au début des années 1970, elle culminait avec plus de 21 millions de téléspectateurs britanniques. Benny Hill décrocha des nominations aux Emmy Awards en 1980 et 1981 et remporta la Rose d'Or en 1984, scellant son rang de pionnier comique. Derrière les rires, le labeur de Benny était minutieux. Il rédigeait sketchs, composait airs et affinait imitations avec une précision chirurgicale, s'appuyant sur une intime connaissance de la pop culture. Son alliage de slapstick, de musique et de satire rendait l'émission ardue techniquement mais aérienne. Même au zénith, Benny vivait sobrement, louant des logements esquivant les feux de la rampe, conciliant ainsi notoriété planétaire et discrétion privée. Le Benny Hill Show incarnait le couronnement de décennies d'observation, d'entraînement et de passion. Pourtant, à l'orée des années 1980, l'avancée des normes sociales et les mutations culturelles commençaient à interroger les ingrédients mêmes qui avaient envoûté le globe, pavant la voie à la polémique et au déclin inexorable. Controverses et réactions hostiles. Au début des années 1980, The Benny Hill Show essuyait un genre de reproche inédit. Tandis que les audiences mondiales savouraient encore la comédie physique de Benny, ses parodies chantées et ses poursuites délirantes, les mentalités britanniques mutèrent à vive allure. La société questionnait la figuration du genre, de la sexualité et du pouvoir médiatique. L'humour jadis vu comme anodin semblait archaïque, voire blessant pour certains.
La récurrence de l'émission à des femmes en tenue légère, à des sous-entendus grivois et à des sketchs où les hommes passaient pour des balourds tandis que les femmes viraient au gibier de chasse, attirait un tir nourri de critiques. Ce qui passait pour une malice espiègle était à présent lu comme la caution de stéréotypes sexistes. L'offensive s'amplifia alors que la jeune génération embrassait des comédies axées sur la satire politique, la dénonciation sociale et une inclusion accrue. Parmi les détracteurs les plus âpres trônait le comédien Ben Elton, étoile ascendante de la comédie alternative. Elton fustigea ouvertement le show, arguant que son fond alimentait une culture objectivant les femmes et les exposant à l'insécurité. Dans une sortie très médiatisée, il pointa les poursuites itératives où des femmes en sous-vêtements pourchassaient ou fuyaient des mâles, insinuant que ces images trivialisaient le mépris pour l'autonomie et la sûreté féminine. Ces assauts trouvèrent un relais chez les féministes, les analystes médias et les progressistes, enflammant des joutes dans la presse, les plateaux télé et les arènes publiques sur le devoir du loisir de refléter les mœurs changeantes. Si certains fans de Benny Hill taxaient ces attaques d'excessives ou de maladroites, le tumulte raviva des fractures anciennes, forçant chaînes et créateurs à naviguer un océan d'aspirations en métamorphose. La polémique ne s'arrêta pas aux invectives. Elle mobilisa aussi les régulateurs et diffuseurs. Le Broadcasting Standard Council, notamment, scruta la convenance de certains sketchs, surtout les poursuites à connotation sexuelle pour le prime time. Ce qui avait été loué comme pilier de la comédie britannique virait au marqueur d'un média égaré face aux idéaux modernes. En riposte, des retouches émergèrent. Les volets ultimes atténuèrent les poursuites érotiques et tempérèrent les allusions crues. Néanmoins, ces palliatifs peinèrent à dissiper l'impression que le ton du show détonnait avec les canons culturels du jour. Les audiences amorcèrent une glissade, indice que même les irréductibles se détournaient sous le poids des réquisitoires et d'un paysage cathodique en pleine refonte. Au-delà des assauts sociétaux, des vécus individuels sur le tournage noircirent plus l'image du programme. Tandis que Benny Hill et ses équipes défendaient l'œuvre en soulignant la dignité des actrices et la moquerie des hommes, des soupçons de harcèlement et de conduite déplacée filtrèrent. Certaines ex-danseuses et comédiennes rapportèrent une gêne ou une coercition lors des répètes, alors que d'autres vantèrent l'équité et le soutien de Hill. Ces témoignages ambivalents embrouillèrent le tableau public. La friction entre la visée artistique et le climat social en fut souligna les pièges des formats longévifs quand les attentes culturelles filent plus vite que leur machinerie. À la fin des années 1980, ces forces coalescentes, joutes publiques, réquisitoires médiatiques, vigiles réglementaires et érosion d'audience signalaient la clôture imminente du Benny Hill Show. Ce qui avait été un raz-de-marée global, charmant des millions par son esprit et son panache, passait pour un vestige d'une ère obsolète. Les rires qui avaient cisé la trajectoire de Benny Hill se teignaient à présent de la mélancolie de la discorde, amorçant la chute d'un show synonyme de gaieté et d'insouciance. Cette fronde montante préfigura le verdict fatal qui évinça Benny Hill des écrans qu'il avait jadis régnés, laissant admirateurs et pairs devant l'abîme abrupt d'une silhouette qui avait été le pilier de la comédie britannique pendant des lustres. Déclin, annulation et la scène notoire. À la fin des années 1980, The Benny Hill Show subissait une conjonction de forces qui scella sa fin après une hégémonie télévisuelle prolongée. Les audiences, jadis supérieures à 21 millions au Royaume-Uni dans les années 1970, s'effritaient au gré des appétits changeants. Entre-temps, elles chutaient sous les 10 millions par volet, un fossé béant avec l'apogée. Les chaînes, plombées par des budgets pharaoniques chaque épisode frôlant les 450 000 livres, doutaient de la rentabilité d'un mastodonte coûteux et en perte de vitesse. L'alliance jadis fêtée de slapstick, de facéties licencieuses et de chasses effrénées sonnait de plus en plus faux face aux exigences actuelles. Le déclencheur de cette dégringolade fut un sketch tristement célèbre, souvent brandi comme archétype des maux du show. Cette parodie de concours de beauté exhibait des femmes en tenue vaporeuse, lorgnées et traquées, reléguées à des pions comiques plutôt qu'à des figures fleshed out. Bien que Benny et ses producteurs clamassent l'absurde des scènes et la risée des mâles, l'opinion publique avait basculé. Ce qui frisait l'innocuité naguère provoquait à présent un tollé pour son traitement des femmes. Chroniqueurs, militantes féministes et pointures comiques comme Ben Elton vilipendèrent le show, arguant qu'il ancrait les clichés sexistes et légitimait l'objectivation et les avanies. Chaînes et équipes ripostèrent par des palliatifs mineurs, rabotant les poursuites lubriques et édulcorant les sous-entendus. Pourtant, ces rustines ne comblèrent pas le gouffre entre la griffe établie du show et un headguest en ébullition. L'alliage de l'effondrement des vues, de l'envol des frais et des assauts incessants octroya à Thames Télévision un choix famélique. En mai 1989, Benny Hill fut mandé à une entrevue avec John Howard Davis, directeur du divertissement, et averti que ses talents n'étaient plus requis. La sentence fut imputée au reflux public, au surcoût galopant et à l'usure d'Hill après des décennies d'escrime forcenés. L'annulation frappa elle comme la foudre, il ourdissait encore des triomphes futurs.
Son amertume s'aiguisa du fait que The Benny Hill Show avait triomphé mondialement, irradié dans plus de 97 pays et raflé des noses émis en 1980. Ce hiatus entre liesse globale et vindicte locale soulignait une vérité âpre. Une comédie jadis oriflamme nationale subissait à présent le joug de normes inédites. Même les inconditionnels galéraient à réconcilier leur ferveur pour les sketchs avec le déplaisir croissant face à leur charge. Les dernières années de Benny Hill, sa santé et son intimité. Après la suppression du Benny Hill Show en 1989, Benny Hill s'effaça du devant de la scène, glissant dans une ère de méditation muette et d'isolement relatif. Malgré des décennies de rayonnement planétaire et une opulence inouïe, il opta pour une existence frugale dans un appartement locatif à Teddington, renonçant à l'achat immobilier ou aux extravagances. Le fossé entre son avatar public bruyant, vital, omniprésent à l'écran et son sanctuaire privé ne pouvait être plus criant. Ses manies personnelles exhalaient la parcimonie enfantine. Achat discount, rapiessage maison, voyage sporadique malgré une fortune sidérante. Ses options, saugrenues pour une icône globale, dévoilaient un homme pétri de rigueur, d'autarcie et d'une fidélité absolue à son métier. Néanmoins, les années poches n'échappèrent pas aux tourments affectifs. Benny avait collectionné les revers amoureux, essuyant moult refus à ses fiançailles, et les ragots sur sa vie de cœur et son orientation persistaient, attisés par tabloïds et voyeurisme collectif. Il tolérait stoïquement ces rumeurs, verrouillant son havre se vouant quasi exclusivement à la farce. Son obsession comique ne s'émoussa jamais. En villégiature ou lors de rares pauses, il griffonnait sketch, mûrissait concepts et polissait son tempo. Pour Benny Hill, la comédie n'était pas un gagne-pain, mais la lentille du monde, le idiome de son âme et le liant de son être. Sa santé, toutefois, ombragea ses élans pro. En février 1992, il essuya une alerte cardiaque mineure. Les To-Be préconisaient un pontage coronarien qu'il déclina. Une semaine plus tard, un diagnostic d'insuffisance rénale le cueillit, qu'il ignora de rechef. Ses refus incarnaient son entêtement souverain, son refus de plier son quotidien face au péril fatal. Malgré ses avanies, il persista en solitaire, maintenant routine et bidouillant des esquisses intimes, tout en fuyant les sunlights. Son quotidien s'était mué en une veille taciturne, en antipode flagrant de l'effervescence et du chaos de son double cathodique. En avril 1992, le coup de théâtre frappa. Benny Hill succomba à une thrombose coronaire dans son fauteuil. Son trépas passa inaperçu près d'une semaine, jusqu'à ce que des voisins alarmés alertent son agent. Sa disparition en 68 en surgit abruptement le jour même où un contrat pour un opus potentiel atterrissait, ironisant la cruauté du sort qui hante les odyssées durables. La fouille de son logis exhuma un antre regorgeant de lauriers, de chèques intacts et d'ébauches. Preuve d'un dévot qui s'était immolé pour son art jusqu'au bout. La sobriété de Benny, ses rites laborieux et sa traque obsessionnelle de l'excellence avaient modelé son parcours autant que sa verve avait buriné l'histoire du spectacle. Héritage, troupe et impact persistants. Même post-show et après la mort de Benny Hill, l'empreinte du Benny Hill Show demeura irréfutable. Le programme avait charpenté une saison de la comédie britannique, fusionnant slapstick, parodie, chant et acrobatie physique d'une façon précurseur à la télé. Si les démêlés sexistes et le vernis vieilli de maintes punchlines ont voilé ses ultimes lustres, l'ingéniosité technique, le tempo magistral et l'invention du show érigeaient un étalon inspirant des cohortes de farceurs. La maestria de Benny Hill a mêlé gag optique, mimétisme et cabaret avec une exactitude bluffante permis au show de pulvériser cloisons culturelles et linguistiques, assurant à des myriades globales de goûter son œuvre au-delà des idiomes ou contextes. La distribution fut cardinale dans la vitalité endurante du show. Henry McGee, l'annonceur stoïque emblématique, insufflait cadre et cadence à la furie hillienne, fidèle jusqu'à son trépas en 2006. Bob Todd, maître du timing slapstick, œuvra des décennies avant de s'éteindre en 1992, tandis que Nicholas Parsons, complice des débuts de Hill, migra vers radio et télé en pilotant geste à minute et salve centurie jusqu'à ses 98 ans. Jackie Wright, dont la calvitie fut le punching ball récurrent des claques de Benny, s'esquiva en 1983 pour motifs médicaux, mais ses silhouettes hantent la mémoire, ancrant le panache visuel hillien. Les actrices féminines marquèrent aussi. Les Hills Angels Sue Upton, Louise English, Jane Leave infusaient chorégraphie, pépesse et magnétisme, contrebalançant la frénésie physique due par une grâce stylée. Jane Leave accéda plus tard à la célébrité via Daphné dans Frasier, exemplifiant comment l'entourage illien catapultait vers les cimes. Jenny Lee Wright pivota vers le sound design, signant des blockbusters comme Shakespeare in Love et des James Bond, quand Sue Upton cultiva cabaret et théâtre. Les Lady Bird, trio vocal avec Maggie Strader, gonflaient la veine musicale du show, instillant un entrain vocal indissociable de son ADN. Collectivement,
l'équipe anima la quête de Benny, tout en perpétuant le show bien après son clap de fin. À l'échelle mondiale, The Benny Hill Show triompha éblouissant. Irradié dans plus de 90 pays, il initia des millions aux phrases comiques uniques de Hill, en faisant l'export cathodique britannique le plus triomphant. Son rayonnement toucha les USA, l'Europe et plus loin, où gags optiques et mimétisme défiaient les frontières. Ses Émino et la Rose d'Or 1984 validèrent l'ampleur et l'audace de Hill, attestant que, malgré les tempêtes, ses apports à la comédie télévisée pesaient lourd et perduraient. L'héritage du show vibre encore via reprise, tributs et rééditions. Dans les années 2000, des antennes comme DTS TV ressuscitèrent The Benny Hill Show pour les novices, magnifiant le timeless de sa physique comique, de ses parodies futées et de ses sketchs chantés. L'empreinte du timing hillien, du sculptage de persos et des gags visuels irrigue la farce contemporaine, des sketch shows aux variétés, montrant comment son legs a sculpté l'humour cathodique. Même si mœurs et vues comiques ont muté, la souveraineté du rire et de la prestation par Benny Hill reste un phare pour les créateurs fusionnant ingéniosité, gestuelle et mélodie de façon disruptive. Désormais que vous saisissez le fil de l'ascension, des tempêtes et de la clôture du Benny Hill Show, quel est votre verdict? Benny Hill fut-il un virtuose du rire? Ou son veine sonnait face aux basculements sociétaux? Quel perso ou Hill et Angèle vous charmait le plus? Et quel sketch vous plia en quatre? Déversez vos vues en commentaire ci-après. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer la suivante à l'écran pour creuser plus les mythes de la télé vintage. Ok.